Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers étudiants pour la suite du cours de schizophrénie. Aujourd'hui, on va continuer dans les trois syndromes, syndrome positif, syndrome de désorganisation et bien sûr le syndrome négatif. Tous les supports sont toujours disponibles dans la description à télécharger. Je vous invite toujours mes chers amis à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et bien sûr, je demande votre support avec maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos-là atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc ça, c'est mon but de ces séries de vidéos, c'est pour vous aider, mes chers amis. Donc toujours dans le syndrome positif, on va continuer, on avait vu la fois passée les délires, ou bien les idées délirantes, type paranoïde. Je vous invite à consulter la partie précédente pour mieux comprendre la différence entre les délires schizophréniques et les idées délirantes qu'on a vues dans le premier cours. Donc, dans cette partie, on va continuer dans syndrome positif. On va aborder aujourd'hui on va commencer plutôt avec des hallucinations. Donc, en définition, une hallucination ou bien les hallucinations, c'est la perception sans un objet à percevoir. Et ces hallucinations-là peuvent être verbales, auditives, visuelles, comme nous allons voir. Donc, de multiples hallucinations-là, ils peuvent être notées dans le trouble ou bien dans le psychose schizophrénique. Donc, premièrement, on va voir l'hallucination verbale. Donc, les hallucinations schizophréniques, ils sont le plus souvent auditifs. Notez bien, donc les hallucinations les plus fréquemment répandues dans la schizophrénie sont de type auditif. En général, bien sûr, verbal. Donc, elles se manifestent soit sous la forme d'hallucination qui est sensorialisée, soit d'une forme d'hallucination qui est non sensorialisée, dans laquelle les voix sont perçues dans l'intimité de la boîte crânienne, non par les oreilles. Donc, dans les oreilles, on a le trouble d'hallucination qui est sensorialisé. Donc, les voix ils sont perçues au niveau de l'oreille, donc c'est sensorialisé. Mais parfois, les voix ils sont entendues à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc, il n'y a pas de sensorialisation là. On utilise le terme non sensorialisé devant ces types d'hallucinations. Donc, deux types d'hallucinations sensorialisées sont des insultes et critiques qui sont entendues au niveau de l'oreille, bien sentir par l'oreille. Donc, ça, c'est sensorialisé. Parfois, c'est directement au niveau de la boîte crânienne par le patient. Il va percevoir ces hallucinations. Donc là, il s'agit des hallucinations auditives non sensorialisées. Donc j'espère que vous allez faire la différence entre ces deux types. Donc ces hallucinations, on a premièrement les hallucinations psychosensorielles, acoustico-verbales. Elles sont appelées aussi les hallucinations véritables. Donc elles créent la sensation pour le sujet que quelqu'un s'exprime dans son environnement là. La voix, elle est entendue ou bien semble de prévenir de l'extérieur de la voûte crânienne. Elle est perçue par l'oreille là. Donc là, c'est du trouble qui est perceptif et caractérise d'un son. Donc là, c'est du trouble d'hallucination qui est véritable. Donc ce sont des sensations, des voix qui sont entendues en dehors de la boîte crânienne. Donc là, c'est l'aspect perceptif des hallucinations. Et deuxièmement, les hallucinations psychiques. Donc c'est la même notion de sensorialisation, non-sensorialisation. Cette fois-là, ils sont non sensorialisés. Ils sont appelés également les pseudo-hallucinations. Notez bien le terme. Donc, dans ce cas, les voix ils sont perçues directement dans l'intimité de la pensée, sans aucun critère de sensorialité. Donc, sensorialisé, c'est un trouble, ou bien c'est l'hallucination psychosensorielle. Lorsqu'elle est entendue directement dans l'intimité de la boîte crânienne, là, il s'agit d'une hallucination qui est d'ordre psychique. Et le contenu de ces hallucinations-là, donc,
quelqu'un va s'adresser le patient en deuxième ou bien à la troisième personne. Et bien sûr, là, ce sont des critères, des insultes, des menaces. Et lorsqu'il s'agit d'hallucinations verbales en deuxième personne, donc la voix, elles peuvent donner des ordres au patient, donc, auxquels il peut résister ou non. Et là, c'est le risque, comme on avait vu, c'est du passage à l'acte. Lorsque les voix elles sont entendues par bien, ordre de deuxième personne, il peut donner des ordres où le patient il peut soit résister, soit non. Et dans ce dernier cas, lorsque le patient ne va pas résister ces ordres-là, ces insultes, ces menaces-là, là, il peut s'agir du contenu agressif, donc il veut faire du passage à l'acte, comme on avait vu, soit auto ou hétéro-agressif. Donc, le patient-là peut devenir agressif, soit sur lui-même ou bien à son entourage. Et là, ce sont les critères, comme on avait dit, euh, hospitalisation et intervention là, psychiatrique. Donc, en deuxième ordre, le patient peut passer à l'agressivité s'il ne peut pas résister. Et voilà. Donc, soit c'est de l'auto ou bien l'hétéro-agressivité. Parfois, les hallucinations sont verbales, ils sont entendus en troisième personne. Donc, et les voix, ils peuvent remonter les actes, les pensées du patient. Donc, là, c'est multiple. Là, ce sont de plusieurs voix. Donc, parfois, c'est plusieurs voix qui vont discuter entre elles ce qu'il fait, ou bien de ce qu'il pense. Donc, soit directement un discours comme deuxième personne là qui va dicter des ordres, des menaces directement, là, c'est le risque du passage à l'acte, l'auto ou hétéro-agressivité, ou bien une hallucination verbale en troisième personne. Ah, le patient va être le discours là de deux voix qui vont communiquer, commenter les actes et les pensées du patient là. Ce sont des plusieurs voix qui vont discuter entre elles de ce qu'ils pensent. Donc ça, premièrement, c'est les hallucinations. Donc il fait toujours du syndrome dit positif. Et dans le syndrome positif, on note aussi le phénomène de la perte de l'intimité psychique. Donc là, ce sont des pensées qui sont imposées, des pensées qui vont être en diffusion, le vol de la pensée du patient, le retrait de la pensée du patient là, et des envies forcées et des actes forcés. Et bien sûr, ça va faire de l'influence sur le corps. Donc là, il peut s'agir aussi des hallucinations qui sont somatiques. Autre symptôme positif, là, il peut s'agir d'un automatisme mental, hallucination synesthésique, hallucination olfactive, hallucination psychomotrice, hallucination visuelle et même tactile. Donc les hallucinations là peuvent prendre plusieurs types, plusieurs formes. Et notez bien, ce sont les hallucinations auditives qui sont les plus fréquentes. Notez bien le terme, le phénomène de la perte de l'intimité psychique dans le syndrome positif. Donc tout ça, ce sont des mots-clés, ce sont des critères du syndrome positif qui est l'un des critères primordiaux pour poser le diagnostic de schizophrénie. Donc ça, c'est pour le premier syndrome, le syndrome positif. Maintenant, le deuxième syndrome, c'est le syndrome négatif. Donc, ce sont des signes négatifs qui se manifestent par la disparition, comme on avait dit, du plaisir, la disparition de facultés dont l'existence fait partie d'une activité ou bien une pensée qui est considérée comme normale. Donc là, le patient, il va perdre, il va avoir un déficit, perdre de l'énergie, perdre de la volonté. Là, donc, elle touche la sphère comportementale, l'idéation, la sphère affective. Et voilà un tableau qui va faire un résumé et un récapitulatif concernant les symptômes négatifs là. Donc là, le patient va avoir soit une aboulie, donc ça c'est la perte de la volonté, un déficit de la volonté, une anergie, ça veut dire une perte de l'énergie, une anédonie, donc c'est
incapacité à ressentir du plaisir. Donc, on avait dit que c'est la perte du plaisir. Une apathie. Donc, c'est impossibilité, incapacité à réagir. Donc, ça, c'est du syndrome négatif. Donc, comme le nom indique, c'est la perte de composantes physiologiques, de composantes normales dans composantes de la personnalité de patient. Donc là, elle va avoir un retentissement, ce syndrome négatif, sur la sphère comportementale, le comportement du patient, l'idéation et bien sûr l'affection, l'affective, les émotions. Là, tout ça va être altéré de façon négative. C'est pour cela qu'on utilise, ou bien on lui nomme du syndrome négatif. Là. Autre symptôme, c'est le pragmatisme. Donc, c'est le déficit de la capacité d'entreprendre les actions, le désintérêt, donc absence d'investissement du monde en environ, froideur affective, donc la restriction de l'expression émotionnelle, l'incurie, donc c'est une incapacité de prendre soin de soi, et le retrait social. Donc ça va faire du diagnostic différentiel avec de la dépression. Donc tout ce qui est indiqué là dans le tableau, tout ce qui est négatif, tout ce qui est perte de fonction qui est physiologique, qui est normal chez un individu, là, ça fait partie du syndrome négatif de la schizophrénie. Le dernier syndrome, c'est le syndrome de désorganisation. Donc, le concept de désorganisation est apparenté à la dissociation de Lelé et la dissociation de Caslin. Donc, cette désorganisation-là, elle va se caractériser par l'incapacité de construire un comportement, un discours adapté, et un discours qui est cohérent. Donc, elle affecte donc les actes, le langage. Elle se manifeste par la mise en œuvre d'actions qui sont bizarres, incohérentes, de propos qui est irrationnel ou n'ayant pas un rapport avec le contexte. Donc, tout ça, ça va rentrer dans le contexte du syndrome de désorganisation. Ce sont des discours inadaptés, ou bien d'une incapacité de construire ou bien faire un comportement adéquat. Donc, tout va être désorganisé. Donc, c'est là le nomenclature du syndrome. Donc, ce sont les actions qui vont sembler bizarres, incohérentes, et même des troubles de la parole ou troubles de la syntaxie, un trouble syntaxique. Et là aussi, nous avons un tableau récapitulatif qui résume les plusieurs termes, ou bien les notions qui sont utilisées et qui sont identifiées dans le syndrome de désorganisation. Donc, par exemple, on a du syndrome de barrage. Donc ça, c'est l'arrêt du discours qui est brutal, qui est injustifié par le contexte. Le patient va arrêter brutalement la discussion ou bien le discours. Deuxièmement, l'incohérence du discours, elle est appelée la schizophasie. Donc ça, c'est un langage qui est peu ou non compréhensible totalement. Donc ça, c'est la notion de la schizophasie. Notez-la bien. Parfois, c'est le néologisme. Néologisme, c'est-à-dire invention des mots de nouveau. Donc tout ça, tous ces troubles-là, de parole, affection, donc ça, ce sont, bien, ils appartiennent au syndrome de désorganisation. On a l'exemple de la bizarrerie. Bien sûr, c'est une étrangeté du comportement. Donc là, c'est le côté affectionnel. Le maniérisme, donc, c'est une gestuelle excessive ou bien déplacée. Le négativisme, ce sont des attitudes d'opposition active. La désorganisation émotionnelle, par exemple, des rires qui sont immotivés, ou bien l'impénétrabilité, donc c'est inaccessibilité émotionnelle. Donc tout trouble, tout désordre d'origine syntaxique, de la parole, de la langage, et même aussi affective des émotions, tout ça, ça va rentrer dans le territoire du troisième syndrome qui est le syndrome de désorganisation. D'autres troubles là, ou bien d'autres syndromes qui peuvent être associés,
par exemple l'altération des fonctions cognitives. Donc, selon les normes établies dans la population générale, 70 à 80% des patients qui souffrent de la schizophrénie peuvent et présentent des troubles neurocognitifs. Et ces troubles-là sont les plus fréquemment, ils vont toucher de la mémoire, donc en particulier la mémoire de travail, la mémoire verbale à long terme, l'attention et de la vitesse du traitement, ou bien la vitesse de traitement des fonctions exécutives. Donc, sont la flexibilité cognitive, la planification, le traitement du contexte. Donc, tout ça, ça va altérer. Là, il s'agit des altérations des fonctions cognitives. Ou bien parfois, ce sont des troubles de l'humeur qui sont associés là. On les associe le terme trouble schizoaffectif. Donc là, c'est une dépression qui est secondaire. Donc là, c'est très important. Post-psychotique. Et malheureusement, cette dépression-là, elle peut compliquer l'évolution de la schizophrénie et elle va aggraver sévèrement son pronostic. Et pour cela, cette dépression-là, elles doivent être distinguées des symptômes négatifs. Faites attention. La dépression, là, c'est un signe qui va aggraver la symptomatologie. Donc, c'est votre rôle de diagnostiquer, de la mettre en évidence, de la distinguer des symptômes négatifs, de la dysphorie qui est induite par les neuroleptiques, par de la kinésie, les patients qui sont traités par traitement antiparkinsonien dans le syndrome parkinsonien, qui est causé par les neuroleptiques, ou bien des fluctuations chimiques associés aux épisodes psychotiques qui sont aigus. Donc tout ça, ce sont à différencier de la dépression ou bien du trouble schizoaffectif, car il va malheureusement aggraver le pronostic là. Donc ça, c'est l'intérêt de traitement ou bien de l'utilisation des antidépresseurs là dans le trouble schizophrénique. Donc, faites attention au syndrome dépressif là, bien de la dépression, du trouble schizoaffectif là, il va aggraver le pronostic là. Vous devez le différencier de tous les affections là, le trouble psychotique aigu, du épisode schizo-dépressif ou bien du trouble schizoaffectif là. Vous devez le noter donc, et le diagnostiquer. Bon, donc, dans le traitement, on va aborder ça par les antidépresseurs qui ont un rôle très important dans le traitement ont les formes du syndrome schizophrénique ou bien du trouble schizophrénique. Avant de conclure cette partie, on va aborder les différentes formes cliniques de la schizophrénie. Donc, la schizophrénie, elle est classée sur plusieurs formes ou bien sur plusieurs critères. Premièrement, sur le mode de début ou bien sur les symptomatologies qui est majeure, bien majorisée dans la schizophrénie. Donc, concernant le mode de début, donc parfois la schizophrénie, elle a un mode de début qui est aigu. Donc, c'est un épisode psychotique qui est aigu. Donc, ce sont des bouffées délirantes aiguës qui sont polymorphes. Donc, ça, c'est du syndrome qui va durer plus de 6 mois, je répète. Donc, 1 à 6 mois, il s'agit d'un trouble schizophréniforme. Moins d'1 mois, là, il s'agit d'un psychose qui est aigu. On va aborder les psychoses aiguës dans les prochains cours. Faites attention là à la symptomatologie. Elle doit persister plus de 6 mois pour dire qu'il s'agit là d'un syndrome schizophrénique. Parfois, c'est le passage directement à l'acte. Là, la schizophrénie, elle peut débuter par un voyage pathologique, une automutilation, parfois malheureusement c'est du suicide ou bien un acte médico-légal. Donc, malheureusement, parfois, la schizophrénie peut se manifester directement par un passage à l'acte. Et parfois, c'est l'installation progressive d'une symptomatologie psychotique. Donc, des hallucinations, le plus souvent acoustico-verbales, comme on avait vu précédemment, des idées délirantes, des idées bizarres. Et plus que la durée de l'évolution des symptômes, elle est longue, malheureusement, c'est moins bonne que la rémission va être. Donc, dans la forme d'installation progressive,
À chaque fois que la durée d'évolution des symptômes, elle est longue, donc malheureusement, c'est du mauvais pronostic ou bien de la mauvaise qualité de la rémission que le patient il va avoir. Parfois, la schizophrénie, elle peut se manifester en premier lieu par une altération des performances cognitives, comme on avait vu précédemment. C'est la baisse du niveau scolaire, universitaire, une incapacité de suivre l'enseignement, des échecs scolaires qui sont répétés devant les examens. Tout ça, ce sont des critères qui peuvent caractériser une entrée de la schizophrénie devant un terrain, comme on avait dit. C'est la pathologie de l'adolescent. Donc, un échec scolaire, des difficultés là, un échec répété, tout ça peuvent être des signes d'un accès à la schizophrénie. Deuxièmement, la schizophrénie peut être classée selon les formes cliniques symptomatiques de la schizophrénie. Donc, premièrement, on a de la schizophrénie paranoïde. Donc, ça, elle est dite paranoïde lorsque les syndromes positifs sont en premier plan. Ça nous fait rappel à la première partie. Donc, si le syndrome positif, c'est lui qui prédomine le tableau clinique, là, on va la nommer de la schizophrénie paranoïde. Deuxièmement, la schizophrénie désorganisée, bien sûr, c'est le syndrome de désorganisation qui est en premier plan, là, qui est majoré, qui est dominant. On a troisièmement, la schizophrénie indifférenciée. Donc là, c'est une altération, où le tableau clinique n'a pas une prédominance, soit au syndrome positif, ou bien au syndrome de désorganisation. Donc là, c'est de la forme qui est dite indifférenciée là. Quatrième forme, c'est une forme rare. Elle est appelée la schizophrénie catatonique. C'est une forme rare, bien sûr, on avait dit. Elle caractérise par la présence de troubles moteurs. Ça, c'est de la catalepsie. C'est pour cela là, il y a eu nomenclature, ou bien la nomenclature de la catatonie. Donc, c'est la persistance des mouvements qui sont imposés, associés avec une rigidité plus ou moins complète des masses musculaires, avec la suppression de l'initiative. Donc, si elle est accompagnée avec de la catalepsie et des troubles motrices là, donc là, il s'agit de la forme catatonique qui est une forme grave, une forme rare. La dernière forme, c'est la schizophrénie résiduelle. Donc, c'est une forme évolutive de la maladie qui se développe après l'une des phases qu'on avait vues précédemment. Donc, soit c'est de la phase paranoïde, la phase catatonique, bien de la phase qui est indifférenciée. Donc, et elle est caractérisée par une symptomatologie qui est intense. Donc, les formes, ils sont multiples selon le mode d'installation. Donc, notez bien, chaque fois que la symptomatologie elle va s'installer lourdement ou bien lentement, là, c'est du mauvais pronostic. Donc, la rémission elle va être mauvaise. Et selon la symptomatologie, donc, c'est selon le type du syndrome qui est, ou bien c'est selon le syndrome qui prédomine le tableau là, soit du sa schizophrénie paranoïde, lorsque le syndrome positif là, il est dominant, la schizophrénie désorganisée, ou bien la schizophrénie indifférenciée là, si elle est majorée par des syndromes négatifs. Donc ça, c'est tout pour cette deuxième partie-là. Il nous reste les diagnostics différentiels et de la prise en charge qu'on va aborder dans la troisième partie. Donc je vous remercie mes chers amis pour votre attention. Je vous rencontrerai dans la suite de ce cours prochainement, Inch'Allah. Donc, je vous souhaite le bon courage dans votre études et à la prochaine, mes chers amis.